José Bové, j'aurais pu également vous demander dans l'interview Fromage au dessert si vous préfériez Ariel Sharon ou Yasser Arafat. Je pense que les choses sont claires. Il y en a un qui est victime d'une colonisation et l'autre qui est en train d'envahir un territoire qui ne lui appartient pas. Donc je crois que les choses sont claires. Le 2 avril, après votre retour de Ramallah en Palestine, vous avez été accusé d'antisémitisme pour avoir fait deux choses. D'abord, nazifier le comportement d'Israël en utilisant les mots rafle, camp d'internement, mirador, qui rappelle effectivement la Shoah. Et deuxièmement, insinuer que le Mossad, les services secrets israéliens, mettaient des bombes devant les synagogues. Pour en parler avec nous ce soir, voici Guy Konopnicki. Guy Konopnicki, bonsoir. Donc vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre qui est sorti la saison dernière, qui s'appelle La faute des Juifs, ça tombe bien, chez Ballant. Vous avez été choqué quand José Bové est rentré en France et que, après son voyage en Palestine, il a employé les mots comme rafle, mirador, camp d'internement, quand il a supposé que le Mossad mettait des bombes devant les synagogues. Évidemment, j'ai été choqué. Et j'ai même envie de dire doublement choqué. C'est-à-dire que quand le gros borgne fait un calembour monstrueux, ça me choque, ça me met en colère, j'ai envie de me battre, mais j'ai rien à voir avec lui. Quand c'est José Bové qui parle, je partage pas mal de valeurs, beaucoup de combats qu'il incarne, qu'il mène, et voilà que brusquement, sur cette situation-là, quand il y a eu des centaines d'actes anti-juifs en France, sous prétexte de ce conflit du Proche-Orient, il dit mais c'est le Mossad. Alors le Mossad, c'est un mythe formidable, c'est le complot juif. Il redit d'ailleurs, il a choisi un excellent journal pour faire une autocritique, ce qui est toujours très bien. C'est dans Marianne, le journal de Jean-François Kahn. Oui, auquel je collabore. Donc c'est évidemment un très bon journal. Et c'est d'abord très bien de dire je m'excuse, j'ai été piégé. C'est quand même, je reconnais ça. Mais au milieu de ça, hop, on retrouve le Mossad. Et on a l'impression que si des Juifs ont dû quitter des pays comme la Syrie ou comme l'Irak, c'est parce qu'il y a eu des manipulations. Mais non, c'est parce que dès l'instant où il y a eu... C'est ce que dit José Bové, pour être clair pour nos amis téléspectateurs. Ce que dit José Bové dans son article, où vous faites une sorte effectivement de mea culpa. Vous dites que c'est le Mossad qui avait organisé, disons, des attentats à Bagdad en 1951, au Maroc, en Égypte, pour favoriser le retour des Juifs de la diaspora en Israël. C'est prouvé, ça? Alors, il y a eu, vous savez, le Mossad, on lui a toujours prêté énormément de choses. Il se trouve qu'un pays constamment en guerre a des services secrets et qu'ils prennent trop d'importance. Il se trouve aussi qu'il est arrivé qu'un gouvernement israélien, parce que c'est une démocratie, tombe parce qu'il avait utilisé le Mossad pour une petite affaire en Syrie où on accélérait le départ des Juifs. Mais il se trouve aussi que ça, c'est 51-52, que les émeutes anti-juives dans le monde arabe commencent dès l'instant où les Juifs s'installent. Où les Juifs s'installent en Palestine. Donc c'est pas complètement faux. Et deviennent terribles. D'accord, ce que vous nous dites, Guy, c'est que c'est pas complètement faux. Mais 1 million de Juifs ont dû quitter le monde arabe, c'est pas à cause de trois petits trucs organisés ici ou là. José Bové, répondez là-dessus. Je crois que le contexte, quand j'ai parlé de camp d'internement, j'ai parlé de ce que j'ai vu, c'est-à-dire de civils palestiniens qui étaient entourés de barbelés avec effectivement des miradors, des hommes en armes et des projecteurs parce que c'était de nuit. Et ces gens-là qui étaient là, d'autres centaines de Palestiniens de Ramallah, puisque c'était pas loin de Ramallah, qui étaient agenouillés, les mains attachées dans le dos, les yeux bandés, en train d'attendre d'être interrogés. Ça, je l'ai vu parce que je n'ai fait que décrire une situation et j'ai employé justement des termes qui soient les plus neutres possibles. Je n'ai jamais employé de termes autres que cela parce que ce sont ceux qu'on emploie dans tous les conflits. Là où j'ai effectivement fait une erreur, où je me suis trompé, et je l'ai reconnu effectivement, parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut parler, il faut le dire quand on se trompe, et je crois qu'on n'a jamais toujours raison. Et c'est vrai que je suis rentré le 2 avril de Palestine après avoir été expulsé par l'armée israélienne de Ramallah, et là, j'arrive dans un contexte complètement différent en France. Bon, je me fais agresser à l'aéroport par des groupes extrémistes, le Bétard et d'autres, bon, malgré tout, qui se réclament de la politique de M. Sharon. Bon, mais ce n'est pas ça le problème. Quand je rentre de Palestine, je ne connais pas l'émotion qui saisit la communauté juive par rapport à ce qui vient de se passer. Ça fait
ça fait longtemps que je suis parti et je ne vois pas ce qui se passe. Et donc je parle d'un certain nombre de choses et je parle de cette histoire de 1951, de Bagdad, de ces quelques faits. Et effectivement, le raccourci qui est repris dans la presse laisse à penser que j'amalgame la politique du Mossad avec les événements qui viennent de se passer. Et ce discours n'est pas compréhensible par des gens qui sont en souffrance. Mais c'est faux surtout. Non, mais je dis que ce n'est pas compréhensible parce que, effectivement, ce n'est pas une réalité et que la façon dont c'est raccourci donne l'impression que je suis en train de dire que le Mossad a fait des attentats en France. Évidemment, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais pensé, mais on a pu le comprendre. Et je comprends, moi, que des gens aient pu se sentir blessés par rapport à ça. Est-ce que vous croyez... Ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est qu'un pays entier donc, qui arrive quelque part avec une armée qui envahit, qui décide, contre la terre entière qui dit non, faut arrêter, et qui dit, ce pays dit non, on arrêtera quand on aura envie d'arrêter. Quel autre pays peut faire ça? Quel autre pays peut faire ça, je veux dire? Et puis, c'est comme si nous, on bombardait Stein au F-16, tu vois. C'est-à-dire, à 10 bornes de là, on bombarde au F-16 une population qui est... Non, attendez, laissez-moi finir, j'ai rien dit jusqu'à maintenant. Parce que je dis simplement que... contrôle de police... oui, mais je veux dire que comment est-ce que des hommes intelligents et organisés peuvent penser qu'on peut lutter contre des individualités? C'est impossible de lutter. Un mec décidé qui a décidé de donner sa vie vaut une armée entière. Cette guerre ne peut pas être gagnée. On peut pas. Les Américains ont compris qu'ils se faisaient descendre les 2 tours du World Trade Center avec 12 mecs décidés et 4 cutters. La plus grosse armée du monde. Personne ne peut rien faire contre un mec qui a décidé de donner sa vie. Et donc, effectivement, si jamais on dit, il y a un gosse de 17 ans qui s'est fait péter la gueule en tuant un certain nombre aussi d'hommes, de femmes et d'enfants, nous, on va prendre une armée et on va attaquer. Alors, donc, comment on peut gagner cette guerre? Elle n'est pas gagnable, cette guerre. Ce gosse de 17 ans, il y a des gens qui donnent de l'argent à sa famille. Il y a des gens qui lui donnent la ceinture de bombe. Oui. Ces gens-là ont des noms. Ce sont des organisations, certaines basées en Arabie Saoudite, ce sont des États, la Syrie, l'Irak, ce sont une partie des dirigeants palestiniens, c'est l'autorité palestinienne elle-même qui a détourné le fric de l'aide humanitaire, le fric de la communauté européenne pour fanatiser des gosses, pour les armer, pour donner une prime aux familles. Je suis en train de vous raconter comment la maladie pourrait ne pas ça peut se combattre. Ça peut se combattre. Ça peut pas se combattre. Parce que vous croyez que le terrorisme est libérateur. En réalité, le terrorisme, c'est toujours... Je n'ai jamais dit ça. Je dis que quand c'est ça ou rien du tout, il arrive que ce soit ça. Il arrive, par exemple, qu'on puisse, à force d'être, qu'un peuple, à force de savoir que de toute façon, il n'aura jamais rien, on peut arriver à ça. La preuve, c'est qu'on y est. Il y a des parents qui éduquent leurs enfants en leur disant, si tu te fais péter la gueule en tuant d'autres personnes, tu seras un héros. Et ne me dites pas que ça peut pas arriver, parce que c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Et je veux dire que pour lutter contre ça, une armée ne luttera pas contre ça. Aucune armée ne gagnera contre ça. Ce terrorisme-là n'est pas né pour défendre les Palestiniens. Ouais. Ce terrorisme-là s'est développé au moment où il y avait des accords, pour que ces accords n'aient pas lieu. Vous me parlez d'accords qui concernent une poignée de dirigeants. Qu'est-ce qu'on en a à parler? Non. Simplement. Vous me parlez d'une poignée de dirigeants qui s'entendent sur des accords. Moi, je vous parle des gosses qui, depuis 5 générations, n'ont qu'une idée en tête, c'est de se faire péter la gueule pour essayer de détruire l'ennemi qui leur a été décrit. On leur a décrit un ennemi. On en est là. Moi, je vous dis pas que je préférerais qu'on n'en soit pas là. Le terroriste, ça commence. Guy, est-ce que vous croyez sérieusement que c'est votre job, au-delà de tout ça, votre job à vous, José Bové, qui défendait un certain nombre de valeurs ici en France et en Europe, d'aller en Palestine pour vous occuper du problème israélo-palestinien, c'est tout? Alors, si je suis d'abord allé en Palestine, je devais être en Palestine pour le 30 mars, parce que le 30 mars, c'est la journée de la terre, qui est une fête des paysans palestiniens pour commémorer un massacre qui avait été fait par l'armée israélienne en 1967. Et depuis cette date, tous les ans, il y a un grand rassemblement des paysans palestiniens. Et si nous sommes allés à Ramallah, c'est à la demande de ces paysans qui nous ont dit l'armée israélienne va envahir Ramallah. Il serait important que vous soyez là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut des témoins internationaux. Question à François Dufour. Au sommet de Durban, quand même, les antimondialistes dont vous faites partie, ont comparé le sionisme à un crime. Est-ce que finalement, il n'y a pas là un terreau intellectuel, philosophique, qui peut expliquer des positions comme celles qui ont été prises par José Bové plus tard?
Non, ce que je veux dire simplement, c'est donc le fait que ce débat puisse avoir lieu montre qu'il y a un vrai malaise. Qu'il y a un malaise autour de ce conflit, que des gens peuvent s'identifier d'un côté ou de l'autre, et que donc, je pense très clairement aujourd'hui encore, c'est que si on veut arrêter ce processus qui est en train de détruire le peuple palestinien et qui est aussi en train de détruire le peuple israélien, parce que ce conflit est en train de détruire deux peuples qui sont condamnés de toute façon à vivre ensemble dans les années à venir. Et que donc pour ça, il faut commencer par un geste. C'est le geste du plus fort qui doit se retirer des territoires. Je pense que c'est fondamentalement celui qui est aujourd'hui le plus fort qui doit effectivement sortir. Un peu rigolo pour éviter de faire chier trop longtemps les gens. Le geste du plus fort, je vais dire, je le connais parce que aussi en écrivant mon spectacle toujours, qui va à Camelot, ils ont fait une expérience avec des singes qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut absolument raconter cette histoire à ce moment-là. On met un gros singe dominant dans une cage, et puis on met un petit couple, donc un singe dominant avec sa femelle. Le gros singe dominant tourne le dos au couple, parce qu'il sait qu'il s'y jette seulement un regard vers la femelle. Le petit, il est tout petit, mais c'est un dominant. Donc il va lui sauter à la gueule. Même il court vers sa mort, il va lui sauter à la gueule. Le gros le sait. On est bien dans le conflit dont on parlait tout à l'heure. Une question de dignité. Le gros, celui qui a l'armée, le gros, le plus fort, tourne le dos. Et il y a un moment, les scientifiques mettent de la bouffe, et on va pouvoir en prendre de la graine, nous les êtres humains, soi-disant. Les scientifiques mettent de la bouffe dans la cage. Je ne sais pas si tu vois le mélange détonnant qu'il y a, le pouvoir, le cul et la bouffe. Ils mettent la bouffe au milieu du petit couple. Et le gros singe, eh ben, il recule comme ça, il recule, il va chercher la bouffe, puis il revient, il continue à tourner le dos. Eh ben moi, le gros singe, je lui dis « Monsieur ». Au gros singe. Et d'ailleurs, il est là, je vais vous le présenter. Donc, non. Mais tout ça pour dire que je conclus en disant on notera dans cette affaire que tout le monde a voté la paix, à commencer par le plus fort. Et que ça, je trouve que c'est une bonne phrase que les êtres humains que nous sommes ici ce soir peuvent prendre. Et je voudrais juste ajouter un petit truc par rapport à tout ce qu'on dit là. Ouais. Deux petits trucs. D'abord, le racisme ne peut pas exister parce qu'il n'y a plus qu'une seule race d'hommes sur la Terre. Plus qu'une seule. Tu comprends? Non, on le sait pas bien. C'est pas bien. Reste plus que l'homo sapiens sapiens, il est tout seul. Parce qu'on sait depuis 2 ans, 3 ans que génétiquement, en cas de transfert d'organes, on est souvent beaucoup plus près d'une Africaine ou d'un Chinois que de son voisin de palier qui est aussi blanc que nous. Ça laisse à réfléchir, et puis on a isolé le génome humain, et il est à 2% du chimpanzé. On n'est pas loin du chimpanzé. Le chimpanzé est très loin du gorille, mais on n'est pas loin du chimpanzé. Et j'ajouterai pour finir que je baise les pieds de tous les pacifistes du monde entier, à commencer par les Israéliens et les Américains, parce qu'il faut avoir une sacrée paire de couilles pour être pacifiste en Israël. Et je leur baise les pieds, et je leur dis merci d'exister. Ah, je crois que j'ai été assez clair. On va en rester là. Le débat n'est pas terminé. Tu vas partir. Non. Non, sauf que c'est magnifique. C'est magnifique ce que dit Jean-Marie. Ouais, le sionisme n'est pas né de la loi du plus fort. Il est plutôt né de la loi des faibles qui se sont rassemblés et qui ont décidé d'aller retrouver ce qui était pour eux leur patrie. Ça s'est passé comme ça. Ça a été un mouvement incroyable. S'il est devenu le plus fort au moment où il était contre trois pays surarmés, 10 fois plus armés qu'eux, il a gagné, il a occupé les territoires. Ça s'est passé comme ça. C'est parce Donc, à un moment, il doit s'arrêter. C'est parce que c'était une dynamique. À un moment, il doit s'arrêter. Mais attends, il y a 25 ans que je raconte ça, moi. Ouais. Qu'à un moment, il doit s'arrêter, qu'à un moment, on doit partager, qu'à un moment, on doit prendre la main. Il va falloir vivre ensemble. Il va falloir vivre ensemble. À un moment, quand tu tends la main, il faut qu'en face, on te la prenne et qu'on t'amène pas son gosse avec une ceinture de bombe autour du ventre. Merci d'être venu répondre à José Bové. À bientôt.